Bonjour à tous, le but étant de refaire aujourd'hui le cours sur la maladie de Parkinson que j'avais présenté en juin 2017, sachant que le cours de 2018 ne va pas beaucoup changer dans les diapositives, puisque c'est une pathologie sur laquelle il n'y a finalement pas tant d'actualité que ça. Alors, c'est un cours très classique, on reprend quelques données générales, un peu d'historique, un peu d'épidémiologie, quelques explications pour donner un petit peu des choses, vraiment des concepts très simples. On ne va pas rentrer dans la physiopathologie complexe des noyaux gris centraux, c'est trop complexe. Même la plupart des neurologues ne rentrent pas dans ce type de complexité. Par contre, il faut bien comprendre que c'est une maladie du mouvement. Et dans le mouvement, il faut essayer de comprendre un petit peu ce que c'est qu'un mouvement volontaire, involontaire. Les signes du début de la maladie, ça c'est important, c'est des patients qu'on va voir en consultation. Pourquoi? Quels sont les motifs de consultation avant qu'on porte le diagnostic? Quelles sont la base des traitements? Et puis ensuite, dans le temps, comment ça va évoluer sur le long cours? Alors l'historique, la vraie description, elle a plutôt été faite par Charcot, mais la première description initiale euh, avait été faite par Sir James Parkinson avec le terme de paralysie tremblante. Et dans cette double terme de paralysie tremblante, il y a déjà une description qui est très riche. En fait, il y a déjà le mouvement anormal en plus, c'est-à-dire le tremblement, et il y a aussi le terme de paralysie. C'est-à-dire que d'emblée, on introduit la notion qu'il y a une diminution du mouvement plus un mouvement involontaire. C'est ce qu'on appelait le checking palsy, c'était le terme anglais repris dans les travaux de Sir James Parkinson. C'est Charcot qui va ensuite réattribuer la description anatomique de la maladie et qui va réattribuer le terme de maladie de Parkinson. L'historique ensuite, il ne va pas se passer énormément de choses, en tout cas sur le plan des traitements, sur le plan des découvertes, puisqu'on va isoler la L-Dopa dans les années 50 et puis progressivement, très progressivement, dans la deuxième partie du XXe siècle, les agonistes dopaminergiques, qui sont l'autre classe de traitement qu'on donne en première intention en général. Et puis les techniques chirurgicales vont se développer également dans la deuxième partie du XXe siècle. Puis, et là ça va être une vraie révolution, va être décrit la technique de neurostimulation, c'est-à-dire des électrodes qui sont placées à l'intérieur du cerveau et des boîtiers posés sous la peau qui vont envoyer une stimulation, qui vont inhiber des noyaux. Et ça, c'est des travaux très novateurs qui datent maintenant tout de même de 25 ans, c'était les années 90, avec l'équipe de Pollack et Benabid, qui sont deux professeurs de Grenoble. Un peu d'épidémiologie. Alors, pour faire simple, sur le quotidien, moi je suis un neurologue de consultation, je suis neurologue libéral, on en voit tous les jours. Soit des patients sur lesquels on porte un nouveau diagnostic, soit des patients qu'on suit. On peut en voir 2, 3, 4, 5 par jour. Avec la maladie d'Alzheimer, c'est vraiment un poids de consultation, un poids au sens noble, c'est-à-dire vraiment un nombre de patients très important. L'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas qui est diagnostiqué par an, 17 pour 100 000 par an. Donc j'avais mis pour Montpellier parce que c'était un cours que j'avais fait à Castelnau, mais ça représente à peu près une centaine de nouveaux patients par an, rien que sur une agglomération comme Montpellier, qui est une agglomération, on va dire, de taille moyenne. J'espère choquer personne. Pour la prévalence, 1% de la population de plus de 60 ans, donc c'est tout à fait considérable. Et puis évidemment, plus la population vieillit, plus le nombre de patients est important. Concernant le concept de maladie du mouvement, puisque c'est important, même s'il y a des signes non moteurs de la maladie, fondamentalement quand même, le principal problème se situe sur les mouvements. Et principalement sur les mouvements involontaires. Alors il faut bien comprendre deux types de mouvements. Le mouvement volontaire, j'ai soif, j'attrape mon verre, je le fais en pleine conscience, un terme qu'il ne faut pas dévoyer, c'est pas de la méditation, mais un terme qui comprend bien que on a tout à fait, on fait un acte réfléchi. Et le mouvement involontaire, c'est par exemple vous marchez, vous courez, il y a dans la marche et dans la course des mouvements des bras, du tonus, des épaules, du torse qui sont complètement involontaires. Également, quand vous discutez avec quelqu'un, vous avez un tonus du visage, des expressions qui sont complètement volontaires. Quand vous riez, quand vous pleurez, quand vous êtes en colère, vous ne réfléchissez pas aux mouvements que vont faire les muscles du visage pour créer l'expression. Et le contrôle de ce mouvement, qu'il soit à la fois volontaire ou involontaire, est extrêmement complexe. En gros, bien sûr, l'ordre moteur vient du cortex frontal, mais, ça c'est la partie superficielle du cerveau, en dessous, il y a ce qu'on appelle les noyaux gris centraux qui vont recevoir des informations du cortex frontal, qui vont renvoyer au cortex frontal également, mais qui reçoit aussi d'autres informations du cervelet, des informations visuelles, auditives,
de la sensibilité profonde, et tout ça va être intégré pour avoir un contrôle, une coordination du mouvement. Donc le cortex moteur superficiel, c'est très schématique comme schéma, c'est pas complètement vrai non plus, c'est beaucoup plus difficile à comprendre, mais ça permet d'avoir au moins quelques notions. Donc le cortex moteur, les structures profondes, donc principalement les noyaux gris centraux. Les noyaux gris, c'est un terme générique dans lequel il y a beaucoup de noyaux. Ils ne sont pas tous impliqués dans le contrôle moteur. Et il y a des échanges entre ces deux pôles de structure. Ensuite, l'ordre final repart du cortex moteur, par ce qu'on appelle la voie pyramidale, va arriver dans la moelle sur la partie antérieure, sur le motoneurone, puis il va y avoir l'axone qui va créer et qui va donner le nerf périphérique, qui va aller se finir sur le muscle, qui va créer un mouvement. Alors, dans la maladie de Parkinson, il y a un dysfonctionnement de la partie profonde de ce système, dans les noyaux gris centraux. Et initialement, on nous a toujours beaucoup appris en neurologie qu'il s'agissait d'une dégénérescence de la voie nigro-striée, c'est-à-dire ce qu'on appelle le locus niger, la substance noire, du striatum. Et c'est une maladie qui est classée dans les maladies dégénératives. Vous savez qu'on classe ces maladies et que on sépare les maladies inflammatoires, les maladies infectieuses principalement, puis les maladies dégénératives. Il y a plusieurs neuromédiateurs qui sont touchés dans la maladie de Parkinson, mais le principal et celui qui est considéré encore aujourd'hui comme le plus important, c'est la dopamine. Si on regarde plus précisément la physiopathologie, il y a au niveau de l'anatomopathologie une perte en nombre de neurones. Dans ces neurones, il y a des anomalies avec des dépôts, qu'on appelle les corps de Lévy. Et c'est donc cette structure profonde impliquée dans le contrôle du mouvement qui devient moins performante. Alors, dans le temps, ces anomalies qu'on observe, elles diffusent à d'autres zones cérébrales. C'est pour ça qu'il n'y a pas que de problèmes moteurs. Il peut y avoir des troubles visuels, des troubles de la mémoire, des troubles végétatifs également. Considérant maintenant la clinique, alors l'âge de début, l'âge de moyen, c'est 58 ans, mais en réalité, on voit des patients fréquemment qui ont 45-50 ans. Avant 40 ans, c'est une maladie qui est rare. Et on considère même que les symptômes de Parkinson, quand ça commence avant 40 ans, il faut rechercher d'autres pathologies, soit héréditaires, soit ce qu'on appelle une maladie de Wilson, qui est une maladie qui est liée au métabolisme du cuivre. Il y a 3 symptômes principaux. Le tremblement de repos, c'est-à-dire un mouvement alternant autour d'une position, ce qui est la définition du tremblement, uniquement repos, c'est-à-dire que le patient va faire un mouvement, le tremblement va disparaître. Il va toucher son doigt, toucher votre nez, il n'y aura pas de tremblement. Et puis quand vous allez le faire compter et qu'il va penser à autre chose, là vous allez voir la main du patient qui va se mettre à faire un mouvement, très souvent un mouvement d'émiettement, mais ça peut être aussi un tremblement du membre inférieur. Ensuite, la kinésie, c'est une diminution de la vitesse du mouvement. D'un point de vue purement sémantique, c'est la perte du mouvement, bien sûr. Et pour simplifier, c'est par exemple le patient qui marche, le bras va arrêter de faire ce mouvement spontané de ballon. Vous allez lui faire taper avec les mains, il va taper très lentement. Son écriture va devenir plus petite, elle va devenir ce qu'on appelle il va développer ce qu'on appelle une micrographie. Et le dernier signe, c'est une hypertonie, c'est-à-dire une augmentation du tonus musculaire au repos. Et en général également, pour le mettre en évidence quand on examine les patients, c'est quand on leur fait regarder de l'autre côté, et quand on prend la main avec le patient donc, qui est distrait par autre chose, on retrouve une raideur qui va céder par à-coup et qui peut être bilatérale. Mais dans la maladie de Parkinson, en général, les symptômes ne commencent que d'un côté. Quand ça commence des deux côtés, c'est déjà un phénomène qui est peut-être atypique. Ça peut devenir bilatéral, bien sûr, après 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais au départ, en général, c'est que d'un côté. Au début de la pathologie, en général, les patients répondent bien au traitement. Évidemment, c'est des pathologies qui sont assez hétérogènes. On a des patients qui répondent très bien au traitement, d'autres qui vont trembler, qu'on ne va même pas traiter pendant 4-5 ans, qui ne vont pas évoluer. Donc là, c'est des données qui sont un peu générales. En général, on a donc une bonne réponse au traitement durant les premières années. C'est un terme qu'on appelle la lune de miel, c'est-à-dire les patients vont se sentir parfaitement bien, vont être autonomes, vont garder une vie relativement normale. Et ensuite, on va arriver
après un délai qui est donc très variable d'un patient à l'autre, vers un état de dépendance, ou en tout cas avec des complications qui vont faire qu'on va devoir augmenter les traitements, donner plus de prises de médicaments dans la journée. Il y a parfois des signes aussi qui sont trompeurs au début. On a des patients qui viennent avec des douleurs de l'épaule qui ressemblent à un problème rhumatologique de l'épaule. En fait, c'est souvent la raideur parkinsonienne qui entraîne des douleurs. On a des patients qui commencent par des formes avec une sorte de dépression, qui sont traitées pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, avec des dépressions en général qui sont un peu atypiques, des patients qui sont plus apathiques en général que déprimés. Il y a aussi des formes avec des chutes précoces, et là, il faut faire attention puisqu'il y a aussi des maladies apparentées à la maladie de Parkinson qui n'en sont pas tout à fait. Et normalement, un patient parkinsonien classique ne chute pas dans les toutes premières années. Il y a aussi des patients qui ne trembleront pas. Les 3 signes qu'on voit ne sont pas systématiques. On a des patients, et ça représente un tiers des patients qui ne vont jamais trembler. Et souvent, les patients nous posent la question en consultation, quand ils ne tremblent pas, ils sont curieux, ils n'y croient pas, parce que parfois, il n'y a pas le tremblement, et il faut leur expliquer qu'effectivement, ce n'est pas du tout systématique. Et donc, il y a des formes de maladies qui sont un peu variables, tous les patients ne se ressemblent pas. Concernant le traitement, en simplifiant vraiment au maximum, il y a 3 médicaments, ou dans le cas 3 classes médicamenteuses principales. Il y a le traitement chirurgical, qui donc est représenté par la stimulation cérébrale. Et puis, vous avez tout ce qui est autour, et ça c'est fondamental. La kinésithérapie a une place majeure, et très souvent, d'ailleurs il y a une faute d'orthographe, la kinésithérapie souvent d'ailleurs améliore de manière beaucoup plus importante les troubles de la marche et ces patients qui ont tendance à se voûter que nos médicaments. C'est-à-dire que vraiment, parfois il vaut mieux faire 1 mois de séjour en rééducation en hôpital de jour que d'augmenter le traitement médicamenteux. L'orthophonie c'est très important parce que beaucoup de patients ont tendance à avoir une voix qui devient moins portée, à évoluer vers une hypophonie. Et puis bien sûr, il y a toute l'organisation de l'environnement et la gestion des troubles psychologiques qui vont avec la maladie. Dans les traitements médicamenteux, donc, il y a les médicaments qui contiennent directement cette hormone, ce neurotransmetteur. Alors c'est un précurseur, c'est-à-dire que ce n'est pas directement le transmetteur, lui il va être absorbé, retransformé par la cellule et réexcrété ensuite par le neurone. C'est un médicament qui est très efficace. Actuellement, il y a quelque chose qui n'est pas complètement tranché, c'est est-ce qu'on doit le mettre en place très tôt ou est-ce qu'on doit le garder pour retarder ce joker que peut représenter la lune de miel. C'est un débat. Le but est simplement de savoir qu'il y a ces 2 médicaments, ces 2 classes de médicaments. Donc la L-Dopa, très efficace, des effets indésirables, quelques nausées, un peu de confusion, mais globalement un médicament qui est souvent très bien toléré. Très souvent d'ailleurs chez les patients âgés, les parkinsoniens après 80 ans, on commence d'emblée par la dopamine et parfois on ne met que de la dopamine. Ensuite, vous avez les agonistes dopaminergiques. Ce n'est pas directement l'hormone que l'on va prescrire au malade, mais une molécule qui va stimuler le récepteur de cette hormone sur le neurone suivant. Beaucoup de médicaments, le Trivastal est un ancien médicament. Vous avez l'Eurequip, vous avez le Cifrol qui sont comprimés. Vous avez aussi des patchs qu'on appelle le Neupro qui permet d'avoir une diffusion plus longue sur la journée. C'est considéré quand même comme étant un petit peu moins efficace, avec un peu plus d'effets indésirables. Alors on pourrait se dire pourquoi est-ce qu'on donne ces traitements, mais parce qu'en fait ça permet d'agir de manière un petit peu complémentaire avec la dopamine, et puis ça agit parfois bien sur des symptômes non moteurs, notamment sur la dépression, sur l'apathie. Il y a d'autres médicaments, et notamment, j'en ai pas trop parlé là sur le plan des médicaments, mais il y a une 3e classe avec un médicament qu'on appelle l'Azilec, la rasagiline, des médicaments qui vont permettre d'avoir un taux de dopamine plus disponible au niveau cérébral, pour éviter que celle-ci soit trop vite dégradée. Le traitement chirurgical, c'est plutôt pour les formes sévères. Alors, dans les critères classiques d'opérabilité, mais ça change régulièrement, et j'avoue que je ne travaille pas dans un centre spécifique de chirurgie du Parkinson. C'est réservé en gros aux formes sévères, aux patients plutôt jeunes sans troubles cognitifs. C'est-à-dire que vous mettez un traitement qui est lourd, avec plusieurs heures d'opération. Si vous avez un patient qui fait une décompensation cognitive en post-opératoire, ça peut être la catastrophe. Donc il faut vraiment sélectionner les patients. Ça améliore les symptômes de manière assez spectaculaire. Je vais voir si la vidéo passe. C'était un reportage sur France 2 des premiers patients qui avaient été opérés et qui montre un résultat sur un patient opéré à Grenoble avec une vidéo qui est assez spectaculaire. L'évolution rapidement sur le résumé de la... On a
directement sur l'écran. Donc ça, c'était un Le patient voici dépression après stable. l'intervention, mais le stimulateur n'est pas en marche. On voit que la main droite tremble. Mon collègue vient mettre en marche le stimulateur et on va voir que ce tremblement de la main droite va s'arrêter immédiatement. On est en train de mettre en marche son stimulateur de l'autre côté. Et à ce moment-là, le malade se débloque, il va bouger ses jambes, il va remettre ses mains en place, il relève la tête, il marche tout à fait normalement, il balance les bras, ce que ne font pas les Parkinsoniens. Il fait un pas de valse pour montrer à quel point il est agile de ses jambes. Le fait d'arrêter le stimulateur vous ramène dans l'horreur identique. Et quand on redémarre à nouveau, le miracle survient. Alors, ça, c'était le patient après la chirurgie. Ce qui est intéressant, c'est de revoir le même malade, en réalité, avant la mise en place. En tout cas, plutôt avant que le patient... Sur cette vidéo, on voit un malade parkinsonien stade préopératoire à qui on est en train de faire des tests pour montrer à quel point il est handicapé. Il n'est pas capable de tenir debout tout seul. Le voici après l'intervention, mais le stimulateur n'est pas en marche. On voit que la main droite... Voilà, bon, je ne pas plus loin. Vous voyez, en fait, ce patient se remet à marcher, il a les bras qui bougent normalement, il a une amélioration tout à fait spectaculaire. Alors, néanmoins, il faut bien comprendre que là, c'est des patients à qui on a arrêté complètement la dopamine. C'est-à-dire qu'on voyait le patient dans son pire état, sans aucun traitement médicamenteux, et vous avez avant et après la stimulation. Ce patient, évidemment, ça montre bien que le traitement permet d'améliorer spectaculairement les malades. En post-opératoire, en général, on arrive à diminuer la dose de dopamine, mais attention, les patients gardent de la dopamine après l'opération, la maladie évolue quand même, ce n'est pas un traitement qui va guérir la pathologie, mais le bénéfice en termes d'autonomie, de retour à une vie la plus normale possible est assez spectaculaire quand ça marche aussi bien. Les autres traitements, donc la kinésithérapie qui est fondamentale, c'est vraiment probablement aussi important que le traitement dans l'évolution, dans la prévention des chutes. C'est une kinésithérapie particulière, il ne suffit pas juste de faire des mouvements de flexion de la main autour d'une balle anti-stress, il s'agit vraiment de travailler les étirements, l'amplitude des mouvements, travailler la marche en rythme avec des obstacles, la marche également sur le côté, et d'exercices d'amplitude thoracique, de respiration. Les massages peuvent avoir un rôle, mais c'est quand même moins important. Et puis l'orthophonie dans les formes évoluées, parce que c'est vrai qu'au début, les symptômes, les patients n'ont pas trop de problèmes, mais ensuite, donc, ils peuvent évoluer d'une part vers des troubles du langage, avec une hypophonie, puis également par les troubles de la déglutition. Dans l'évolution, la problématique qui va se poser, c'est que les patients sont très bien dans la fenêtre thérapeutique du médicament. C'est-à-dire que quand ils ont la bonne dose de traitement, les patients sont parfois quasiment asymptomatiques, voire asymptomatiques. Et puis, la dose de médicament, le médicament se dégrade. Quand la dose redescend en dessous, comme vous voyez ici, les patients retrouvent un moment où ils sont bloqués, puis le médicament remonte, ils sont bien, puis on arrive au-dessus, et quand les patients sont trop dosés, il y a ce qu'on appelle des dyskinésies, c'est-à-dire des mouvements incontrôlés, qui donnent des impressions que le patient fait des mouvements un petit peu de reptation des mains, du thorax et du dos. Et cette fenêtre thérapeutique, dans le temps, malheureusement, elle n'est pas stable, elle est très large au début. Et puis, plus la maladie va avancer, plus cette fenêtre va devenir étroite, et plus le patient va évoluer vers ce qu'on appelle des fluctuations motrices. Et c'est là que c'est compliqué, puisqu'on peut avoir des patients qui passent d'une période bloquée à une période de dyskinésie de manière très rapide, avec une gestion des médicaments qui nécessite qu'on ait un taux dans le temps qui donne le moins de fluctuations possible, et donc on est obligé d'augmenter le nombre de prises de médicaments. Et donc on est obligé d'adapter les traitements. Et ces complications motrices, c'est les responsables de chute, c'est les responsables de handicap, les patients marchent moins bien, moins longtemps, perdent progressivement en autonomie. Et puis ça donne également d'autres complications, notamment donc les dyskinésies, ces mouvements involontaires, des périodes de blocage où les patients sont incapables même de se lever d'une chaise, ou incapables de marcher, des dystonies qui sont des contractions permanentes dans une position d'un muscle qui peut être douloureuse,
La plus classique étant l'extension du gros orteil avec les dystonies du gros orteil, les signes qu'on appelle les signes axiaux, qui sont des troubles de l'équilibre. C'est également cette tendance aussi à se pencher vers l'avant. Et puis, ces fluctuations peuvent être dépendantes des horaires du médicament, mais parfois ne deviennent indépendantes. Il y a aussi des complications non motrices. On a parfois des troubles de mémoire liés à la maladie. On parle alors de démence de maladie de Parkinson. Ça évolue en général bien après les 2 premières années. On a également une tendance à l'apathie, c'est-à-dire une diminution de l'initiative du patient. On peut avoir des problèmes qui sont en partie parfois liés au traitement, qui sont des jeux pathologiques, des troubles des pulsions, des troubles dysautonomiques, hypotension orthostatique, très fréquents dans l'évolution, à la fois favorisés par les traitements, à la fois favorisés par la maladie. Il y a des douleurs chroniques, il y a aussi de la constipation, des troubles psychiatriques, notamment la dépression. Toutes ces complications étant à dépister en consultation pour les traiter au mieux. Quelle est la place de l'infirmier? Alors c'est très important parce que parfois on hospitalise des patients uniquement dans l'objectif d'équilibrer leur traitement. Donc, la première chose à faire, c'est de connaître un petit peu la maladie, c'est tout bête, mais il faut connaître ce que sont des dyskinésies, des blocages, ce que c'est qu'une fluctuation pour qu'on puisse les dépister dans le service et savoir, quand on passe faire la visite le matin, comment était le patient la veille à 15h, à 16h, à 17h, pour qu'on puisse adapter le traitement. Donc on fait en général des feuilles de suivi de patients où il faut cocher soit par le patient lui-même, soit par la famille, soit par l'infirmier quand il passe faire le tour. Il faut repérer les effets indésirables des traitements quand le patient est trop somnolent. Et ce qui est très important, c'est que dans ça, c'est vrai dans tous les services, pas que dans les services de neurologie, il faut respecter les heures de prise. Un patient, quand il a un traitement à 8h, à 11h, à 15h, à 19h et à 22h, il ne faut pas décaler d'une demi-heure le traitement. Et souvent, il faut mieux donner le médicament au patient qui va gérer son traitement anti-parkinsonien plutôt que de donner le traitement lors du tour qui peut être aléatoire s'il y a un problème dans le service. En conclusion, pour être simple, c'est une maladie dégénérative fréquente après 50 ans, même très fréquente, qui évolue progressivement, qui donne des signes moteurs principalement, donc ces 3 signes, akinésie, tremblement, hypertonie, mais qui ne se limite pas à ça, il y a aussi des signes non moteurs. Les traitements médicamenteux, ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont complexes à gérer, surtout au stade tardif de la maladie. Et je pense qu'il faut absolument noter le développement récent de la chirurgie qui a transformé les choses il y a à peu près 25 ans, en notant peut-être, c'est pas inintéressant, que c'est une initiative et une découverte en tout cas d'une équipe française. Voilà, merci à tous.